Tout va bien dans la salle? Ça suit? Bon, super. Oui. Alors, dernière table ronde, je le disais, donc rebondir aussi, alors on l'a vu, par l'entrepreneuriat, réentreprendre. Et puis, ici, cette table ronde est consacrée au salariat et aux autres formes d'emploi. Dimitri Pivot, allez, vous êtes le président de Second Souffle et l'initiateur de cette journée aux côtés de la Chambre de commerce de Paris. Alors, simplement, votre parcours, vous avez, il y a quelques années, donc dans les années 2000, créé une entreprise qui fabriquait des meubles pour chambres d'enfants. Cette société fonctionne très très bien. Et au bout de quelques années, vous dites ça marche tellement bien que j'ai envie de créer une franchise. Et la franchise, et puis là, d'un seul coup, tout s'effondre. On va faire court. Vous vous rendez compte dans la région où vous êtes que, eh bien, il n'y a pas vraiment de structure pour vous aider. Et avec votre épouse Séverine, qu'on a vu qui doit être là quelque part, vous créez cette structure Second Souffle. Merci Frédéric. Donc en effet, moi j'ai créé mon entreprise donc en 2000, et puis une entreprise qui a eu un vrai succès parce que en 2004, j'avais reçu le premier prix de la création d'entreprise en France, décerné d'ailleurs par les CCI. Mais auparavant, j'avais eu différents succès. Et puis, in fine, je crois qu'on a des succès comme ça, on est super gonflé, quoi. On a un excès de confiance incroyable. Et donc, j'avais mes 40 corners. Bon, je dis, c'est très bien, maintenant que j'ai des corners, je vais pouvoir m'attaquer à la franchise. Et en fait, j'y suis allé la fleur au fusil. Sans grande préparation, parce que je me disais dans ma tête, tout est possible, et donc tout est réalisable, et donc on va le faire. Et je me suis lamentablement ramassé. Donc j'ai pas eu d'autre choix. J'ai pas déposé. J'ai vendu ma société par étage. On avait un site internet de vente pour enfants. J'ai vendu mon site internet, j'ai vendu mes collections, j'ai vendu la menuiserie, j'ai vendu les points de vente, j'ai vendu tout ce que j'ai pu vendre, mais j'ai gardé les dettes par contre. Ouais. Voilà. Et j'ai fini de payer mes dettes en 2012. Mais en effet, donc à l'issue de cette expérience, je me suis dit bon, c'est plutôt une belle réussite, donc ça devrait être assez facile pour rebondir. Mais en fait, je me suis rendu compte que facile de rien du tout. Je suis passé pour le premier des losers. Et puis terminer l'histoire. Donc oui, parce que pour expliquer les choses, parce que vous êtes toutes et tous ici dans le cadre de cette journée du rebond, mais toutes ces associations, il y a voilà en 2012, ça n'existait pas quasiment. Alors ça n'existait pas. Alors quand c'était voilà une quinzaine d'années, mais c'est très récent. Quand je dis je suis passé pour le premier des losers, c'était le regard un petit peu extérieur. Moi, au fond de moi-même, je savais ce que je valais, et donc j'ai mis en place des solutions pour rebondir assez rapidement. Donc j'ai pu rebondir assez rapidement, en effet, au travers du salariat, et c'était un peu la genèse de l'association. Avec mon épouse, on s'est dit, comment font les chefs d'entreprise pour rebondir? On en a consulté des dizaines, je pense qu'on est pas loin de la centaine, et puis on s'est rendu compte qu'une grande majorité des chefs d'entreprise, lorsqu'ils sont dans la panade, ils doivent générer du revenu, donc ils cherchent un job en premier lieu, ou éventuellement recréer une boîte. Et donc on est parti là-dessus, donc on a développé l'association, et je fais court. Et je m'arrête parce qu'on a une demi-heure et on est 5 intervenants. Exactement. Voilà. Donc je voulais les remercier déjà dans un premier temps, parce que c'est très gentil, toutes ces bonnes volontés d'être présents. Voilà. Et ce que je me rends compte, et c'est pour ça que je tiens personnellement à cette table ronde rebondir avec le salariat et les autres formes d'emploi, et c'est important d'en parler aujourd'hui parce que le marché du travail évolue. Ce qui était vrai il y a 20 ans, il y a 10 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Le marché du travail entre l'entrepreneuriat et le salariat devient extrêmement poreux. C'est-à-dire qu'on peut être salarié à mi-temps, entrepreneur à mi-temps, et il est important de le signaler. Premier point. Second point, il est important de signaler aussi qu'on peut être un entrepreneur sans avoir un statut d'entrepreneur au travers du portage salarial. Après, je laisserai les différents intervenants présenter leur activité. Mais voilà pourquoi je suis personnellement impliqué dans cette table ronde rebondir avec le salariat, parce que je crois qu'en effet, donc, il est important de rebondir rapidement, et rebondir rapidement, c'est souvent le salariat. Et puis, aujourd'hui, il y a les autres formes d'emploi, et il faut les présenter, parce que ce sont de vraies possibilités de rebond très rapides. Et ça, il faut le signaler, très rapides. Voilà, c'est ça le message, de réduire au maximum le temps du rebond. Alors, je vais passer la parole à Laurent Grand-Guillaume, donc, qui est directeur du développement d'ITG Portage Salarial. Oui, merci. Bon. Alors, voilà, donc expliquez-nous ce que c'est effectivement le portage salarial. Alors, peut-être d'abord rappeler qu'il y a près de 3 millions d'indépendants en France, oui. Et que dans ces formes d'indépendance, il y a bien évidemment les entreprises individuelles avec le régime d'auto-entrepreneur, ceux qui sont au régime réel, et puis bien d'autres statuts. On peut être en société unipersonnelle, mais il existe aussi
des statuts, on va dire, hybrides, qui permettent de concilier la liberté et la sécurité. Quand j'ai une appétence pour créer une entreprise, je choisis un statut juridique d'entreprise et je vais y consacrer du temps, tout simplement, pour gérer cette entreprise et pas seulement pour développer mon activité. Quand je n'ai pas cette appétence et que je veux me concentrer sur mon activité, que ce soit en conseil, en formation ou sur toute autre activité, je peux être salarié d'une entreprise de portage salarial et en même temps développer ma propre activité, c'est-à-dire me positionner en tant qu'entrepreneur, mais aussi avec la sécurité d'un salarié. Mais ce qui est important de dire, c'est que pour se lancer, il faut être accompagné. Et là aussi, l'entreprise de portage salarial, elle a une fonction de ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire une forme de bienveillance à l'égard de la personne qui va vouloir développer son activité en l'accompagnant sur le plan administratif, c'est vrai, mais aussi en l'accompagnant dans son positionnement. Parce qu'on ne se positionne pas de la même façon quand on a été salarié auparavant ou quand on a été entrepreneur, qu'on a connu un premier échec, par exemple, que quand on est en portage, où là, on va devoir aussi se positionner par rapport à une prestation que l'on va proposer, tout en ayant l'accompagnement administratif, l'accompagnement en termes de formation. Nous, par exemple, on a mis en place 11 modules de formation qui permettent à la personne de pouvoir se positionner, d'être accompagnée même par du coaching, pour faire en sorte qu'elle arrive rapidement sur ce marché avec un positionnement qui va lui permettre de décrocher ses premières missions dans un délai assez bref, pour lui permettre, là aussi, de rebondir et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, donc, pour être précis, pour les personnes qui nous écoutent, qui vous écoutent, le portage consiste en fait à dépêcher dans les entreprises des salariés qui sont vos salariés. Hein, ils sont bien salariés de votre entreprise. Ils ont un contrat à durée indéterminée pour l'essentiel dans l'entreprise de portage salarial. Donc, ils ont accès à toutes les protections qu'offre bien sûr le contrat de salarié. Ils cotisent à quelle caisse ? Eh bien, ils cotisent au régime général, en fait, tout simplement. D'accord. Il y a même une convention collective du portage salarial qui a été adoptée à l'unanimité des syndicats. Il y a une branche professionnelle maintenant, donc une reconnaissance des institutions, puisqu'il y a une loi qui reconnaît le portage salarial. Donc tout cela est cadré, bien sûr, donc sécurisé. Mais après, c'est la personne elle-même qui va développer son activité et qui va se positionner en direction d'organisations, d'entreprises, d'associations, pour proposer une prestation. Quels sont les types d'emplois ? Eh bien, vous avez par exemple des personnes qui vont être consultantes, je sais pas, en ressources humaines, sur le management, sur le projet, sur le pilotage de projet par exemple. Ça va être aussi des formateurs, des formatrices, en sachant qu'on peut être sur une mission de 3 ans, et donc sur un même objet. Donc c'est quand même, on peut être sur une période assez importante. Il y a juste un minimum, par contre, de ce qu'on appelle le salaire conventionnel, le minimum conventionnel pour pouvoir entrer en portage salarial, qui équivaut environ à un peu plus de 240 € hors taxe pour un jour de mission. Donc voilà, ça veut dire que en fait, on propose quand même une expertise en portage salarial, et à partir de là, on peut se lancer et on peut justement se faire accompagner. Mais ce qui est important, c'est quand même le positionnement, c'est-à-dire comment je me positionne sur mon expertise et comment je vais la proposer justement à des acteurs dans mon territoire ou au-delà. Et ce qui est important aussi de souligner, on n'a pas beaucoup de temps, mais on peut déduire ces frais de développement, ces frais de transport, par exemple, quand je vais effectuer une mission. Donc là, on ne paye pas de charges sur ces frais, puisque quand je suis auto-entrepreneur, eh bien, je ne facture pas de TVA, mais en même temps, je ne peux pas déduire mes frais. Donc ça, c'est des calculs à faire. On parlait de trésorerie, on parlait de calculs économiques. C'est des choses qui peuvent intervenir, là aussi, dans les calculs qu'on doit faire pour savoir quel statut je vais choisir. Mais ce qui est important, c'est que pour choisir un statut, d'abord, il faut définir son projet. Et moi, je n'oppose pas les statuts entre eux. Je ne dis pas que le portage salarial, c'est une coopérative d'activité, que c'est mieux qu'être auto-entrepreneur, que c'est mieux qu'être en entreprise individuelle au régime réel, etc. Ce qui est important, c'est d'abord quel est mon projet, où est-ce que je veux aller, comment je veux me positionner, et après quel statut va répondre à ce projet. Voilà. Bien, merci beaucoup. Laurent Guillaume pour ITG Portage Salarial. J'aimerais laisser la parole à Karine Doucan. Karine Doucan, vous êtes directrice chez Robert Half Management Ressources. Et donc vous vous positionnez particulièrement sur le management de transition. Tout à fait. Alors expliquez-nous ce que c'est le management de transition. Parce que c'est aussi une solution alternative pour des personnes, des chefs d'entreprise en rebond. Tout à fait. Le management de transition, c'est vraiment la mise à disposition d'experts sur des problématiques diverses et variées de remplacement et de projets dans différentes tailles d'entreprises, dans différents domaines d'activité d'entreprise. Aujourd'hui, en France, le management de transition a vraiment acquis ses lettres de noblesse et s'est développé à partir des années
vraiment 2000, même s'il y a des initiateurs qui ont commencé cette activité dans les années 80, mais en 2000, on a vraiment vu une démocratisation de cette forme d'approche d'emploi. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que c'est le management de transition. Tous les jours, un cadre dirigeant ou une entreprise souhaite mettre à disposition l'expertise d'un expert sur un projet très opérationnel ou au contraire un projet très managérial de transformation, d'accompagnement de la croissance, de restructuration ou de coaching d'un cadre dirigeant. On a plusieurs vraiment outils, paliers dans le management de transition. Donc on va avoir besoin d'une personne, d'un homme clé à un poste précis pendant une période donnée. Exactement, voilà, avec une date de début, une date de fin. Donc ça, c'est très important. Ça peut être des missions excessivement opérationnelles, comme des missions très stratégiques, comme au contraire des missions de conseil. Et le manager de transition est très élastique. Il peut être au board le matin, avec les équipes l'après-midi, et on aime cette élasticité. Élasticité liée à l'expérience en fait de ces cadres qui souhaitent vraiment mettre leur expertise à disposition un temps donné. Du coup, une objectivité excessivement forte en fait et une neutralité des approches. Alors pourquoi j'ai vraiment répondu avec plaisir à cette invitation, c'est que ce qui est intéressant, puisqu'on adresse vraiment Robert Half ce marché depuis une vingtaine d'années maintenant, donc on a une profondeur d'expérience, c'est que clairement, le management de transition se démocratise dans les entreprises. La majorité des entreprises veulent des seniors expérimentés. Alors, quand je parle de seniorité, voyez juste l'expérience, l'envie de transmettre, plutôt qu'un âge derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que les profils ont changé. C'est-à-dire que les managers de transition avant étaient vraiment des cadres dirigeants issus de grandes structures qui apportaient une expérience. Et aujourd'hui, de plus en plus, on est sur des experts quadras qui ont envie de s'essayer sur des missions et également des entrepreneurs qui ont de belles expériences significatives au travers donc, de leurs propres entreprises et qui ont, on va dire, un petit trou d'air et ont envie de reprendre confiance en eux au travers de missions en salariat. Alors, juste une question, d'où proviennent les candidats? D'où viennent les candidats? Alors, beaucoup de notre réseau, puisque c'est vraiment un métier de contact et de réseau qui amène un autre. Également, bien évidemment, les réseaux sociaux qui nous aident, et puis toutes les plateformes d'emploi diverses et variées qu'on appelle les job boards. Donc le net, les recommandations, etc. Les recommandations, exactement. Parfait. Juste une dernière question. On peut être manager de transition comme ça, un peu pendant plusieurs années ou alors, Oui, en fait, on tombe dans le management de transition ou pas, dans le sens où si vraiment c'est une forme d'emploi qui nous intéresse, parce qu'on enchaîne des missions diverses et variées et on enchaîne des sujets et des environnements divers et variés. Et du coup, à partir de ce moment où on prend goût à cette neutralité et à cette objectivité, à cet apport au quotidien, on devient des pure players, c'est-à-dire des professionnels du management de transition. Et donc, notre structure, comme d'autres de mes confrères ici, permettent en fait de proposer des missions à ces managers de transition pour pouvoir les enchaîner. Et je vous avoue qu'avant, c'était plus ou moins bien vu. Les DRH ne comprenaient pas, les directions opérationnelles non plus. Et aujourd'hui, c'est très plaisant. La majorité des dirigeants du board recherchent une expertise un temps donné et recherchent un expert senior qui va transmettre avec une posture d'humilité. Donc il est vrai que quand on a créé sa propre structure, qu'on est dans une phase de doute, le management de transition est vraiment un super tremplin pour à nouveau redonner la confiance, se redonner confiance et transmettre pour pouvoir rebondir. Alors rebondir ensuite en travaillant sur un autre projet ou rebondir de façon plus stable au niveau donc d'un CDI ou rebondir en enchaînant une autre mission. Merci beaucoup, Karine Doucan. Robert Half, Management Ressources. Je vais laisser la parole à Joël Magnier, cadre en mission. Alors, vous, c'est une société de portage salarial également. Expliquez-nous, donc vous êtes créé depuis 1986, je crois, les informations sont bonnes. Oui, tout à fait. Et donc, quel est véritablement l'avantage d'être inscrit dans une société comme ça, de portage salarial comme chez vous, cadre en mission? Alors en fait, oui, merci.
En fait, je ne vais pas paraphraser ce que M. Grand-Guillaume a exposé. Donc le portage salarial, maintenant tout le monde connaît, c'est reconnu, c'est une branche professionnelle. Et au-delà de l'accompagnement dans la posture, c'est vrai qu'un ancien salarié, un ancien chef d'entreprise, il va falloir qu'il travaille sur sa posture pour devenir offreur de sa compétence. Donc c'est vrai qu'il y a des accompagnements, il y a de la formation. Nous-mêmes, nous proposons aussi des formations. Il faut peut-être préciser, je vous coupe, mais que Cadre en Mission a été créé par d'anciens chefs d'entreprise en rebond. Oui, c'est notre particularité, et c'est ce qui fait que le rebond nous tient à cœur, c'est que Cadre en Mission, ça a été créé par des managers, des entrepreneurs qui étaient en rebond et qui ont décidé de rebondir avec cette forme de sécurité et en partageant leur savoir-faire, leur expertise pour aborder le monde du marché de l'entreprise de manière différente. C'est-à-dire que plutôt que d'être individuellement face à ce monde, soyons collectivement face à ce monde. Donc, c'est rebondir un peu en réseau, quoi. Notre particularité, c'est d'animer des réseaux de consultants, de formateurs, mais aussi de managers de transition, parce qu'on oublie quelquefois qu'il y a une partie des managers de transition qui choisissent d'être en portage salarial, pour des raisons qu'on peut expliquer, mais ça serait un peu long. Et donc, notre particularité à nous, mais comme bien d'autres confrères, c'est au-delà de l'accompagnement dans le changement de la posture, c'est de mettre on appelle ça des adhérents, mettre les adhérents dans des pôles d'expertise où ils partagent leur savoir, leurs compétences, et ils peuvent aussi partager leur carnet d'adresses, leurs contacts, et ils peuvent aussi partager leurs opportunités de mission. Le but dans ce métier, quand on est indépendant, évidemment, c'est d'être indépendant, pas seul, comme cette journée le démontre. Donc, on essaye de mettre en relation un maximum de pôles d'experts, de manière à ce qu'ils puissent être plus opérationnels, plus efficaces. Et quand ils sont en mission, ils peuvent aussi s'apporter du soutien. Un consultant RH, quand il est en mission, s'il appartient à son pôle d'expertise nationale, il va pouvoir escalader auprès d'autres experts pour améliorer la pertinence de sa mission. Voilà. Alors, vous disposez d'un outil de gestion des adhérents, c'est ça, pour organiser un petit peu votre... Enfin, c'est en voie de... Alors, si, on a un outil interne qui permet effectivement à ces populations de se mettre en contact et donc de pouvoir adhérer à des pôles d'expertise, de pouvoir communiquer avec ses confrères, qu'ils soient nationalement ou régionalement. Et puis après, on communique aussi au travers de cet outil qui a... Alors, je vais être très humble, mais c'est une espèce de mini Viadeo interne où en fait toute notre communauté se met en relation. Et ça permet aussi de leur donner des informations, de leur apporter des opportunités de mission que le réseau partage. Voilà. On est vraiment très attentif à la notion de réseau parce qu'on sait bien que ce monde est compliqué et quand on est indépendant tout seul dans son coin, c'est beaucoup plus compliqué que si on est plusieurs. Voilà. Donc on se caractérise comme un animateur de réseau de compétences, si je peux dire ça. Alors, vous avez aussi, il y a une convention collective qui gère votre... Oui, alors c'est vrai que c'est d'ailleurs c'est la reconnaissance des pouvoirs publics de l'utilité de ce statut, puisque depuis 86, il y a eu différentes étapes, notamment une étape qui était importante dans le cadre du droit du travail. On est rentré dans le droit du travail en 2008, et en 2016, il y a une ordonnance gouvernementale qui a reconnu notre statut et une branche professionnelle depuis quelques mois avec une convention collective à part entière, une branche professionnelle qui fixe évidemment les relations entre nos adhérents et ce métier-là. Et je profite de la situation, enfin de ma parole, de l'occasion, pardon, pour préciser que le portage, c'est aussi une prestation de service à part entière qui libère l'utilisateur final de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait intervenir un indépendant consultant dans sa structure. Ce n'est plus c'est pas du prêt de main-d'œuvre. Donc il n'y a aucun risque de prêt illicite de main-d'œuvre, il n'y a aucun risque de délit de marchandage. Et il n'y a aucun risque de requalification. On sait que faire intervenir des compétences externes dans une organisation, quelquefois, le client peut prendre certains risques. Et donc le portage salarial, ça libère de tous ces risques. Donc ça donne un très bon espoir pour que ce statut continue à se développer. Aujourd'hui, on estime à 70 80 000 salariés en portage. Dans 2-3 ans, il y aura peut-être 200 000 salariés. Voilà, c'est la dernière question que je voulais vous poser, mais vous y avez répondu avant. Je suis très bavard, mais ceci dit, les statuts ne sont pas opposés.
Parce que dans les gens qui choisissent, les consultants, les anciens managers, les anciens chefs d'entreprise qui choisissent le statut du portage salarial, c'est pas en opposition avec la création d'une structure juridique, évidemment. Ça permet surtout, quelquefois, de tester son projet pendant quelques années. Et nous, la plus belle réussite qu'on peut avoir, c'est quand des anciens portés créent leur activité, créent leur société, parce que, quelque part, on a été d'utilité publique. Et souvent, d'ailleurs, ces nouveaux chefs d'entreprise sont des futurs partenaires, puisqu'ils ont bien compris le système. Oui, c'est toute une C'est chaîne, un écosystème. un écosystème, avec un premier rebond, un deuxième rebond possible à terme pour ceux qui le veulent. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et alors, je vais laisser le mot de la fin, l'intervention finale à Jean-Noël Lemasson. Donc, vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle BDM, c'est ça? BDM France, oui. Une centaine de salariés, et vous êtes dans le domaine de la fabrication de machines-outils. Oui. Et alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours, parce que vous étiez ancien directeur financier, et puis vous avez pris les rênes de l'entreprise. Exactement. Je vais vous expliquer mon parcours brièvement, même si ma vie est assez riche. J'ai des études d'expertise comptable. Mettez bien le micro sur le J'ai des études d'expertise comptable. J'ai été donc DAF dans des grands groupes. Et puis, arrivé à l'âge de 30 ans, je voulais challenger. J'ai repris une société, une PME qui venait de déposer le bilan en plan de continuation en tant que responsable administratif et financier. Et puis, les circonstances ont voulu que j'étoffe mon périmètre d'action. J'ai touché au commercial, j'ai pris goût au commercial, j'ai fait une gérance de fait de cette société jusqu'en 2000. Et ça m'a donné l'idée de la reprendre alors qu'elle était encore en plan de continuation avec des dettes sur 8 ans et un challenge puisqu'elle était monoclientèle et travaillait pour un seul client. Et donc en 2000, j'ai fait une première proposition de rachat de cette société qui n'a pas abouti. Son dirigeant et son expert comptable en voulaient un prix trop important alors qu'il y avait des dettes. J'ai quitté l'entreprise vague à l'âme parce que j'avais investi énormément de moi-même et puis j'avais une très bonne équipe au niveau des opérationnels. J'étais dans le bâtiment, en électricité. Et par rapport à ce goût d'inachevé, c'est comme si j'avais une mission en moi-même. En 2000, j'ai quitté l'entreprise faute d'avoir eu un accord pour reprendre cette société. Et j'ai continué toujours à avoir des contacts dans cette entreprise qui allait de plus en plus mal après un redressement. Et donc je suis revenu en 2002 comme gérant. J'ai racheté cette société, toujours avec le plan de continuation qui continuait. Il nous restait encore 3 grosses échéances avant de finir le plan de continuation. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de racheter l'entreprise? Une mission, comme si j'avais été missionné pour finir en fait la mise en place de procédures, la mise en place de choses que j'avais pas pu faire aboutir, compte tenu que dans ma première période d'expérience en tant que responsable administratif, bien évidemment, j'avais un gérant en place qui avait la signature, qui avait tout, et donc bien évidemment, je devais tenir compte entre guillemets de ses avis, et j'étais parfois en opposition avec lui, alors que donc par rapport à cela, par rapport aussi à la notion du personnel que j'ai eu, qui a été mis à ma disposition, où j'ai eu du personnel qui a rebondi, qui s'est adapté. On a diversifié la clientèle, on a été chargé de nouveaux clients, et ça m'a donné l'envie de revenir. Enfin, comme on dit, par rapport malheureusement aux circonstances du moment, mais ça m'a donné vraiment l'envie de venir. Et donc, même si en 2000, j'ai quitté l'entreprise, j'étais dans un grand groupe, tout était très bien, un environnement très favorable en tant que directeur financier, mais j'avais quelque chose d'inachevé. Et donc, je suis revenu en 2002, je l'ai racheté. Avec un environnement familial qui était contre le projet. J'étais seul à défendre ce projet par rapport aux amis, par rapport à ma famille, mon épouse. Et j'ai repris cette société. J'ai fait aboutir le plan de continuation. C'était 750 000 euros pour une société qui faisait que 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'ai remboursé les dettes du plan de continuation. J'ai diversifié la clientèle. On est monté. Jusqu'au jour où, en 2007, malheureusement, j'ai été trahi par un proche collaborateur où, voyant les choses, j'ai été obligé de prendre, d'utiliser la voie de sauvegarde et de commencer à chercher un repreneur, donc par voie de céder mon fonds de commerce par voie de continuation. Durant ce parcours, quand même, durant ces 5 années, ma formation d'expertise comptable, je suis quelqu'un de très légaliste. Je me suis battu contre les mandataires, contre l'application stricto sensu des lois, des textes. Et donc, avec un avocat brillant devant les tribunaux, on a défendu le dossier. On a fait, pérenniser l'outil par rapport, aux textes et aux lois. Et donc jusqu'en 2007, malheureusement, de 2002 à 2006, la société s'est redressée, on a été bénéficiaire, on a payé des impôts. Et puis en 2007, j'ai eu malheureusement une mauvaise expérience avec un proche collaborateur, au moment où j'avais fini de rembourser le plan de continuation. Et là, j'ai pris les dispositions pour, céder par voie judiciaire mon fonds de commerce et surtout préserver l'emploi des ouvriers. C'était pour moi l'essentiel, préserver les ouvriers, les emplois. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai quitté donc en 2007 le monde de l'entrepreneuriat pour me mettre sur le marché du travail avec, et c'est ce qui tous les animateurs, j'ai un lien avec tous les animateurs, tous ceux qui sont intervenus,
Je dirais déjà par rapport à Robert Ralph, puisque la perception, quand vous revenez d'entrepreneur en 2007 sur le marché du travail, on m'a challengé, on m'a dit mais vous avez toujours la volonté de revenir un jour patron, comment se fait-il que vous êtes encore debout, vous avez encore résisté par rapport à tout ce que vous avez vécu, puisque vous avez challengé, vous avez repris une société en pleine continuation. Et j'ai, par mes convictions, repris un travail de DAF assez rapidement, 3 mois après. Et puis, depuis, donc j'ai évolué, j'ai cassé mon périmètre de DAF stéréotypé qui, derrière un bureau, fait ses bilans, ses liasses fiscales. Je me suis quelqu'un de pragmatique. L'esprit d'entreprise m'a fait travailler au concret. Je dirais, je me suis découvert des compétences commerciales, des relationnelles. Et donc, j'ai émancipé mon périmètre, ce qui a valu qu'aujourd'hui, on me confie la direction d'un site industriel. Je dis bien que c'était quelque chose qui n'était pas inné pour un DAF, effectivement, de pouvoir avoir la direction d'un site. Et surtout, j'ai changé de secteur d'activité. C'est que je suis dans l'industrie depuis 3 ans. Avant, j'étais dans le BTP. Et vous savez, comme moi, madame ne pourra pas le trahir. Quand vous avez une image du BTP, c'est toute votre vie, vous allez faire carrière dans le BTP. Bon, on démontre qu'on est capable de casser les codes, de se remettre en cause et de challenger. Et j'ai quelque chose aussi qui m'anime énormément par rapport à l'interlocuteur de tout à l'heure, qui était Jérôme Marzac, c'est le sport. Je suis un marathonien, je suis un fou je challenge toujours. Un peu moins les compétitions aujourd'hui, mais l'idée du sport, du mental, a été pour moi très important dans des moments difficiles où il faut lutter, il faut toujours être debout, toujours avoir un tempérament, une confiance en soi, même quand on a des petites piques de son épouse, haha, je t'avais dit qu'il fallait pas faire. Il faut toujours, je dirais, être droit, expliquer, communiquer, aller de l'avant, et il faut y croire. Et je crois que le professeur Torres l'a bien dit tout à l'heure. Là aussi, la thérapie, ça a été pour moi aussi d'écrire un livre. J'ai écrit un livre volontairement provocatif, provoquant, en disant la faillite, une leçon de vie. C'est pas tout à fait pour moi une faillite dans le sens où j'ai préservé les emplois, j'ai préservé un fonds de commerce qui a été repris, mais c'est quand même un échec, il faut le dire. Et j'ai écrit ce livre pour une thérapie, parce que j'avais besoin de tourner la page, définitivement. Et dans un deuxième temps, à travers Dimitri Pivot, l'association Second Souffle, j'ai voulu faire passer un message à travers le livre. On fait tous des erreurs dans la vie, on a notre humilité. Je sais que c'est très difficile de faire part de ces erreurs, de mettre sur la table ces erreurs, d'évoquer les choses. Mais l'idée de l'association m'a bien plu, dans le sens où d'aider naturellement, l'idée de s'entraider naturellement, sans tabou, sans arrière-pensée, c'est pour moi l'essentiel, et pour moi c'est fondamental. Et aujourd'hui, à travers l'association, si je peux rendre utile par rapport à mes compétences, je ne serai qu'un modeste contributeur à résoudre des problèmes. Le marathonien est arrivé sur la ligne, dans les temps quasiment. Un tonnerre d'applaudissements pour cet exemple de rebond. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. J'ai parlé avec émotion, mais c'est encore pour moi du vécu récent. Tout frais. Mais voilà, je pars avec mes convictions et c'est le cœur qui parle. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des témoignages chargés d'émotion autour de ces tables rondes. On arrive à l'issue de cette 5e table ronde. Et puis...